Bonsoir à tous, bienvenue dans l'actualité sur RTI 1 ce 9 novembre. Comment le partenariat État-secteur privé peut porter la réalisation de la vision 2030 du développement de la Côte d'Ivoire? La 5e journée de partenariat État-secteur privé mobilise près de 2000 personnes et la question est mise sur la table. La Côte d'Ivoire est représentée à la 27e semaine africaine du pétrole à Dubaï. Les échanges portent sur l'avenir de l'industrie pétrolière et gazière, notamment la transition énergétique. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie est à la tête de la délégation ivoirienne. Le dossier EcoPlus s'intéresse à la crise du logement en Côte d'Ivoire. Comment devenir propriétaire face aux coûts exorbitants des ventes directes? Une probable solution, le retour à l'option de la location-vente pratiquée dans les années 80 et 90. Théoriquement, le Bénin est entré aujourd'hui en possession de 26 œuvres arrachées à son patrimoine en 1892. L'acte de transfert de propriété a été signé ce matin à l'Élysée et ces œuvres historiques retrouveront le sol béninois dès demain. Merci de nous rejoindre ce soir encore pour l'information sur RTI 1. Et on démarre à Toumoudi. Le président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, y est en mission. 2 temps forts, la session du Conseil régional du Bélier et une visite aux familles endeuillées suite aux manifestations liées à la présidentielle de 2020. Kader Sogodogo. Jano Aoussou-Kouadio, accompagné d'une forte délégation de sénateurs, est accueilli à Toumoudi par les autorités administratives et politiques de la localité. Premier temps fort de sa présence dans la ville, Toumoudi-Kro, des familles endeuillées lors des événements malheureux liés à la présidentielle de 2020, reçoivent le réconfort du patron du Sénat. Il profite de sa présence pour inviter les populations à bannir la violence sous toutes ses formes. Il est question donc d'envoyer des missions traditionnelles de paix pour régler traditionnellement cette affaire, pour faire les sacrifices usuels, notamment pour apaiser la terre. Insister sur la nécessité de la paix et de la concorde dans la région du Bélier. Cette région a connu les violences les plus inouïes. C'est pas normal. On a besoin de paix et de concorde pour bâtir le pays. Après le village de Toumoudi-Kro, retour à Toumoudi, où le président du Sénat prend part à une session du Conseil régional du Bélier sur invitation de son président, Pascal Yeboué. Une session consacrée au budget 2022. Un cadre idéal pour Jano Aoussou-Kouadio pour inviter l'ensemble des sénateurs à prendre part aux sessions des municipalités et de conseils régionaux de leur localité. Il y a des préoccupations de chaque conseil régional. Chaque conseil régional a ses particularités. Chaque commune a ses particularités, ses difficultés. J'invite tous les sénateurs à descendre à la base, car le développement se fait à la base. Il faut venir à l'écoute. Le président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, compte visiter plusieurs mairies et conseils régionaux lors de leur session dans les mois à venir. Nous quittons le centre du pays pour Abidjan, la capitale économique. La 5e édition de la journée du partenariat État-secteur privé est ouverte. 2000 personnes en présentiel, 5000 en ligne. Au cœur des échanges, le partenariat État-secteur privé pour la réalisation de la vision 2030 du développement de la Côte d'Ivoire. Dangui. Le développement du secteur privé ivoirien, érigé en priorité nationale par les autorités, est le levier sur lequel le gouvernement mise pour réaliser les objectifs portés par sa vision, dénommée Côte d'Ivoire 2030. Des objectifs rappelés ce lundi à l'ouverture de la 5e édition de la journée du partenariat État-secteur privé. Doubler le revenu par tête d'habitant, créer 8 millions d'emplois d'ici 2030, réduire la pauvreté de moitié en 2030, rehausser l'espérance de vie de 10 ans. Le secteur privé partage cette ambition, selon le patron de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Jean-Marie Aka a salué les efforts d'amélioration de l'environnement des affaires et l'institution du dialogue public-privé, avant de plaider pour la levée des freins au développement du secteur privé en Côte d'Ivoire. La taille trop importante d'un secteur informel à faible productivité
constitue un frein au développement d'un secteur privé national compétitif. En deuxième lieu, force est de reconnaître que la perception de la corruption demeure une préoccupation pour les entreprises. Représentant le Premier ministre à cette occasion, le ministre de l'Économie et des Finances dit avoir pris bonne note des plaidoyers du secteur privé. Je puis vous assurer que pour l'État, le secteur privé est effectivement la priorité. C'est sur cette conviction que je voudrais vous indiquer que tout sera fait pour faire en sorte que le secteur privé puisse s'épanouir. Un cadre de dialogue que les acteurs du secteur privé souhaitent voir aboutir à des actions et à des résultats concrets. À Dubaï, The Africa Oil Week, où la semaine africaine du pétrole est à sa 27e édition, les discussions se sont ouvertes autour de l'avenir de l'industrie pétrolière et gazière, notamment la transition énergétique. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Kamara, a prononcé ce mardi 9 novembre le discours d'ouverture de la deuxième journée. Il a instruit ses pairs sur les principaux engagements de la Côte d'Ivoire. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Dubaï, Jean-Luc Bangbo et Traoré Zakaria. Pour cette première édition sur le sol émirati, l'Africa Oil Week ou Semaine africaine du pétrole a démarré sur des chapeaux de roue. Une première journée marquée par des panels de haut niveau où les experts et décideurs politiques ont mis l'accent sur l'adaptation de l'industrie pétrolière à l'évolution et au développement du marché pétrolier, notamment l'analyse de la transition énergétique mondiale et ses effets au niveau du marché africain. Transition énergétique, le sujet est d'ailleurs au centre de cette deuxième journée ouverte par le ministre ivoirien Thomas Kamara. Nous, Africains, avons besoin de nos ressources pour nous développer. Avec 17% de la population mondiale, notre contribution aux émissions de gaz à effet de serre reste encore très faible, à savoir 3,8%, et la transition énergétique ne doit pas se faire au détriment de notre développement. Discours d'ouverture, mais également un coin de voile levé sur les engagements de la Côte d'Ivoire relativement à la question de la transition énergétique. La Côte d'Ivoire a pris l'engagement au niveau international de respecter un mix énergétique à hauteur de 42% à l'horizon 2030 d'énergie renouvelable. Nous alternons donc ces deux formes d'énergie pour à la fois répondre à la demande sans cesse croissante de la demande d'électricité et à la fois respecter donc cette proportion d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. La Côte d'Ivoire rentre ainsi de plein pied dans la semaine africaine du pétrole. Après ses prises de parole, le ministre Thomas Kamara a effectué cet après-midi une visite sur une des plateformes du géant pétrolier Eni. Demain mercredi, il procédera à l'ouverture du showcase de la Côte d'Ivoire. Le pays va présenter toutes ses potentialités et ses opportunités d'investissement sur son bassin sédimentaire. La Côte d'Ivoire n'est peut-être pas encore le géant pétrolier auquel elle aspire depuis quelques années, mais elle s'en donne les moyens, notamment à travers cette participation remarquée à cet événement. La Côte d'Ivoire est également présente à la 41e session de la Conférence générale de l'UNESCO à Paris. La cérémonie officielle d'ouverture a été marquée par l'élection à la présidence de la 41e session, suivie de celle du directeur général de l'UNESCO. Envoyé spécial à Paris, Amadou Ouattara. 4 personnalités ont environ 2 heures durant échangé avec la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire. Le sujet principal, curriculum surchargé, la voie à suivre. Cette réunion en ligne a permis à chaque participant de partager son point de vue sur la problématique posée. Maria Toukone, qui a intervenu depuis son lieu de résidence dans la capitale française, Paris, a exposé avec assurance son appréciation et sa stratégie pour un système éducatif davantage performant. Le curriculum doit être repensé, c'est-à-dire qu'il y a une surcharge de sujets, une multiplicité de programmes qui laisse peu de temps à la créativité pour les enfants. Ça fatigue l'enseignant. Ça fatigue
les élèves. Avec les états généraux de l'éducation et de l'alphabétisation qui ont été lancés donc depuis le 19 juillet 2021, la question des curricula va être abordée pour permettre aux apprenants et aux enseignants de pouvoir disposer d'un système éducatif de qualité. Ce webinaire est un pan des activités commémoratives des 75 ans d'existence de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Un anniversaire marqué également par la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO. Cette conférence débute aujourd'hui mardi. Elle devrait achever ses travaux le mercredi 24 novembre 2021. La Côte d'Ivoire est très attendue parmi les pays participants. L'UNESCO est le partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire, surtout pour les États généraux de l'éducation nationale, et est prête à nous accompagner pour également la mise en œuvre de la feuille de route qui se dégagera des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. La conférence générale détermine l'orientation et la ligne de conduite de l'UNESCO. Elle se compose de représentants de tous les États membres qui se réunissent tous les 2 ans avec la participation des membres associés. Et voilà, la ministre Mariatou Koné a donc participé sur place à Paris à un webinaire et elle a fait cas du système éducatif ivoirien qui est en pleine réforme. On s'intéresse cette fois à une autre rencontre internationale et elle nous conduit à Glasgow en Écosse. Les ministres membres de l'Organisation internationale de la francophonie ont abordé aujourd'hui des questions liées au financement de la lutte contre les changements climatiques. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Kiniboa et Grace Kando. L'accès au fonds climat, la méconnaissance des mécanismes et les techniques d'élaboration de projets. Entre autres sujets évoqués au cours de la rencontre des ministres membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Tous les ministres à l'unanimité ont exprimé donc leurs préoccupations relatives donc à la barrière linguistique que nous constatons, parce que tous les documents qui sont faits donc pour aller vers les fonds d'adaptation, les fonds verts, même tous les fonds relatifs donc, à l'environnement, généralement sont faits donc, dans la langue anglaise. Donc quand nous venons à ce genre de rencontres, les pays anglophones sont déjà favorisés. Ils ont de l'avance sur les pays francophones. Et donc il était question que les ministres francophones donc, se réunissent et parlent le même langage. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Les ministres francophones, donc, après concertation, nous avons décidé donc, de nous rencontrer donc, régulièrement donc, pour poser donc, notre problème, pour poser donc, cette préoccupation donc, sur le plan national, sur le plan mondial, pour que ces fonds-là soient accessibles aux pays francophones qui en souffrent. Une rencontre qui a permis de faire des plaidoyers à l'endroit des organismes de financement du climat. L'Organisation internationale de la francophonie compte jouer sa partition dans l'accès au fonds climat des pays francophones. Et du coup, la francophonie souhaite répondre à ce sujet en construisant justement sur les recommandations faites par les ministres aujourd'hui, d'avoir un accompagnement de la francophonie pour capitaliser et faciliter l'accès à ces financements climat. D'ores et déjà, l'IFDD depuis 2019 est un partenaire du Fonds vert pour le climat et facilite déjà et accompagne un certain nombre de pays francophones à accéder justement au Fonds vert pour le climat. Les ministres membres de l'Organisation internationale de la francophonie souhaitent que leurs requêtes trouvent un écho favorable auprès de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui regroupe 197 pays dont fait partie la Côte d'Ivoire. Revenons sur le sol ivoirien, précisément à Bangerville. L'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara abrite et pilote la 4e mission de sténose caustique. Une équipe pluridisciplinaire de praticiens effectue gratuitement des opérations chirurgicales en vue de réparer l'œsophage de 12 enfants ayant ingurgité des produits corrosifs. Mama Traoré. Permettre à 12 enfants de s'alimenter à nouveau correctement. Une faculté qu'ils ont perdue après avoir accidentellement mangé de la soude caustique, un produit corrosif pour l'œsophage. Une faculté que veut leur restituer l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bangerville et l'ONG française La Chaîne de l'Espoir à travers une mission de chirurgie réparatrice
entamée dimanche dernier à Abidjan. C'est une opération qui est assez importante et on utilise le côlon de l'enfant pour remplacer son œsophage qui est détruit. En plus, on fait de l'enseignement aux équipes locales avec le but de bien sûr passer le témoin dans quelques temps. L'HME, c'est le centre des références à Abidjan et peut-être même de la sous-région de sténose cystique de l'œsophage, avec effectivement les nutritionnistes, les pédiatres, les réanimateurs. C'est vraiment une équipe multidisciplinaire, compétente et vraiment aguerrie depuis un certain moment pour prendre en charge les sténoses caustiques. Sur les 12 enfants pris en charge, 6 cas bénéficieront d'un remplacement œsophagien et les autres d'une dilatation. Cette mission de chirurgie réparatrice est la 4e du genre que mène gracieusement la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara et l'ONG française La Chaîne de l'Espoir. Au cours de ces 4 missions, il y a à peu près 45 enfants qui ont été pris en charge. Et ces enfants, ils sont soit ivoiriens, donc pris en charge directement par la fondation de la Première Dame, Children of Africa. Et quand ils sont issus de la sous-région, ils sont pris en charge intégralement par la Chaîne de l'Espoir et l'Agence française de développement. Pour nous, c'est vraiment une satisfaction de traiter ces enfants. Il faut savoir que ces enfants viennent chez nous un mois avant l'intervention pour la nutrition. Et après l'intervention, passe par la réanimation et ensuite quelques jours d'hospitalisation avant de rentrer chez eux. Tous ces enfants commencent déjà l'alimentation ici avant de sortir. La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire est partenaire à cette 4e mission de chirurgie réparatrice des sténoses caustiques. Elle entreprend avec le concours financier de l'Agence française de développement des campagnes de prévention et de sensibilisation destinées aux populations et au personnel de santé afin de réduire les dégâts de la sténose caustique dans la société. On reste en santé avec le bilan de la maladie à coronavirus en ce 9 novembre en Côte d'Ivoire. Le pays compte aujourd'hui 16 nouveaux cas de coronavirus, 22 personnes déclarées guéries et un décès, ce qui porte à 533 le nombre de cas encore actifs. En termes de vaccination, 3 595 570 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées. La problématique de la location-vente, nous en parlons dans le dossier EcoPlus de ce mardi. L'acquisition d'un bien immobilier reste difficile, voire impossible à de nombreux Ivoiriens, en raison notamment des coûts très élevés pour les ventes directes opérées aussi bien par les opérateurs privés que publics. Le retour à la location-vente, déjà expérimenté par la SICOGI dans les années 80 et 90, apparaît alors comme une solution à privilégier. Sa mise en œuvre fait en ce moment l'objet de réflexions par le gouvernement, mais elle requiert beaucoup de préalables. Voyons tout cela dans ce dossier EcoPlus. Il est réalisé par Cheikh Koné. Marcory, dans ce quartier de la commune, habite Gustave et sa famille. Ce cinquantenaire a le privilège de vivre dans cette 3 pièces dont il est aujourd'hui propriétaire. Cette chance, il la doit à ses défunts parents qui ont acquis cette maison grâce à un mécanisme, la location-vente. Chaque fin du mois, on payait la maison à un montant jusqu'aux années 80 et que la SICOGI a fait la proposition de location-vente. Durant des décennies, la famille de Gustave s'est acquittée des loyers mensuels, 7 500 francs CFA, jusqu'à la fin de l'échéance arrêtée. Abidjan, ne pas avoir un toit, c'est très délicat. Et aujourd'hui, grâce à cette opportunité, les parents sont décédés. La maison, nous sommes les endroits où nous est revenu. Aou Françoise a bénéficié des mêmes avantages. Son bien locatif à l'époque était évalué à 800 000 francs CFA. Je suis aujourd'hui propriétaire d'une maison. Si je n'avais pas ça là, je serais en danger. La location-vente est un mode d'acquisition de logement sans apport initial qui consiste à payer un loyer mensuel sur une certaine durée, comprise entre 15 et 20 ans, en fonction de la convention signée avec le promoteur immobilier. Cette location est faite sans prêt bancaire. Au bout d'un certain nombre d'années,
le locataire devient propriétaire de la maison. La location-vente, pour moi, c'est le meilleur moyen pour les locataires. Si l'État veut revenir là-dessus, nous ne pouvons que les encourager. Dans les années 80, cette option était la particularité des promoteurs immobiliers publics, entre autres la SICOGI, la SOGEFIA et la SOPIM qui bénéficiaient d'un appui de l'État. Il arrivait même souvent que c'est l'État même qui allait emprunter pour le compte de la SOGEFIA ou pour le compte de la SICOGI. Ça, c'est la première. La deuxième des choses, c'est l'État qui, comme on appelle, qui donnait les terrains. Les terrains étaient donnés gratuitement. Troisièmement, sur le budget de l'État, il y avait les VRD. Donc, et c'est pour ça que c'est l'État aussi, à un moment donné, qui fixait les prix et les loyers. Malheureusement, en raison de la conjoncture économique d'alors, la location-vente a été très vite mise aux oubliettes pour faire place à d'autres mécanismes d'acquisition. Dans le cas de l'accès direct à la propriété, le souscripteur va prendre un crédit bancaire, il va payer comptant, donc cash, ou bien il va prendre un crédit à la banque. Le banquier reverse cet argent directement au promoteur. Et le souscripteur, lui, en retour, va rembourser le banquier, en général, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur la base d'un salaire, sur la base d'un certain nombre de garanties qui ont été prises. Non, ce n'est pas de la location-vente. La différence, c'est qu'à la location-vente, vous n'avez pas besoin du crédit du banquier. Aujourd'hui, l'État ne finance plus le promoteur immobilier qui, lui, peine à obtenir des ressources longues auprès des banques. Une situation qui ouvre la réflexion sur le probable retour de la location-vente. La phase 2 du programme des logements sociaux aujourd'hui porte exactement sur ça, sur la location-vente. Dans cette phase 2, en plus des efforts que le gouvernement fait pour mettre à disposition un terrain moins cher, faire venir de l'eau, en plus de ces efforts-là, nous allons faire deux choses, ou essentiellement une chose. Mettre en place un fonds de garantie pour rassurer les banquiers relativement au crédit promoteur, mais aussi au crédit acquéreur. Pour permettre également aux promoteurs qui vont aller sur le schéma, de la location-vente, de savoir que les souscripteurs qui vont venir chez eux, par derrière, il y a quand même un fonds de garantie qui permet d'assurer l'effectivité du paiement des loyers mensuels. Bonne nouvelle, les premières initiatives en la matière se signalent. Le gouvernement et un opérateur privé ont récemment lancé les bases d'un programme immobilier pour les enseignants sous la forme d'une location-vente. Le projet porte sur 60 000 logements. Ahmed Diarasouba est un potentiel bénéficiaire de ce projet. Ce matin, comme d'autres souscripteurs, il se rend chez l'opérateur pour s'informer des dispositions pratiques. Normalement, les autres projets, on vous dira 2 mois de caution, 2 mois de loyer. Et bon, vous trouverez la formule. Mais comme je dis, au cas par cas avec le client, nous, on trouvera la formule pour que le paiement soit garanti. Donc, il s'agira de construire toutes ces maisons sur fonds propres et mettre à la disposition des acquéreurs sur une période maximale de 25 ans. Alors que les autres projets, vous avez juste un financement, on va dire, d'une banque locale qui vous accompagne avec un crédit tout au plus 10 ans. Donc une pression est mise sur le client pour pouvoir rembourser les échéances. Pour Ahmed, l'histoire est trop belle pour être vraie. Avoir une maison sans apport initial en payant un loyer mensuel, notre enseignant garde tout de même espoir. Donc je pense que c'est une bonne chose si vraiment ça peut être possible. Ici, l'enjeu reste la mise à disposition de ressources longues aux opérateurs immobiliers, par des organismes de développement, des banques ou encore des fonds de pension. Une équation pas toujours évidente. Par rapport aux ressources longues, nous travaillons effectivement à avoir ces ressources-là. D'ailleurs, nous avons commencé à avoir des solutions que je ne pourrais pas dévoiler ici. Le secteur privé seul ne peut pas supporter parce que ça nécessite beaucoup de moyens sur une longue période de mobilisation de ressources très longues. Évidemment, vous comprendrez que l'État doit jouer une partition, c'est-à-dire accompagner le secteur privé de sorte que la mobilisation de ces ressources longues-là puisse, auprès des bailleurs de fonds, trouver un écho favorable. Pour l'heure, la location-vente n'est qu'un projet. Aucune banque ne finance de ressources longues. Pourtant, des promoteurs immobiliers s'adonnent à de la publicité mensongère en faisant miroiter le mécanisme de location-vente. Un promoteur qui vient vous faire la promesse d'une location-vente, dans les faits, c'est quasi impossible. Les promoteurs ont compris aussi que pour bénéficier du financement bancaire, il faut qu'il y ait en face, la banque va leur demander d'avoir des potentiels acquéreurs. Donc ce sont des astuces pour attirer le maximum de monde à eux, pour obtenir leur signature, pour obtenir leur réservation, en vue de donner un peu de poids à leur dossier de financement. Le ministre de la Construction est en train de se donner les moyens
pour arrêter cette publicité mensongère. Je ne veux pas trahir un secret, mais nous allons signer bientôt une convention avec le ministère de la Communication et surtout avec le Conseil supérieur de la publicité pour attaquer ces publicités mensongères-là, pour aider les Ivoiriens. Parce que tous les panneaux qui sont en ville et qui présentent de belles maisons avec de belles images de synthèse ne sont pas forcément des maisons dans des programmes sérieux avec des promoteurs sérieux. La sécurisation du foncier, la disponibilité de ressources longues, la création de fonds de garantie sont les principales clés pour le retour gagnant et durable de la location-vente au grand bonheur des couches les plus défavorisées. Voilà la problématique de la location-vente en Côte d'Ivoire au cœur du dossier de ce 20h. Vous le savez, depuis hier, l'opération de recensement général de la population et de l'habitat a démarré. À San Pedro, les agents recenseurs sont visibles partout. Ils arpentent les quartiers et vont à la rencontre des ménages pour collecter l'information. Sam Conan. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat 2021 a démarré hier à San Pedro par la reconnaissance. Depuis ce mardi, l'opération est entrée dans sa phase pratique. Les agents sillonnent les quartiers comme ici à Seweke pour numéroter les bâtiments et enquêter afin de recenser les populations. Là, nous sommes dans un cas pratique où l'agent a commencé à numéroter. Bon, c'est le début de l'îlot, il se trouve que c'est une école. Dans ce cas, vous avez vu, nous avons mis RP 2021-2021. Ensuite, le numéro de l'îlot, c'est le premier bâtiment de la ZD de l'agent. Et on met le S parce que c'est une école. On a vérifié, personne ne dort là, donc c'est un service. Dès qu'on trouve des personnes qui sont disponibles, on commence à faire le dénombrement proprement dit. Dame Nyali Kali Louise reçoit les agents recenseurs à son domicile. Le petit là, il est venu, il dit, il va faire recensement. Il dit, ah, des fois on dit, on fait recensement et puis, c'est pour nous envoyer du riz. Je vais dire à mes voisins, ceux qui ne sont pas là, je vais les dire, s'ils viennent, ils n'ont qu'à ouvrir les portes, que le recensement passe. C'est pour nous sauver. Surtout, nous sommes les vieilles, mais c'est pour sauver nos enfants demain. Et c'est l'avenir de nos enfants demain. Au quartier Kourmen, ce volontaire sensibilise les populations en langue locale. L'opération a été lancée lundi par le préfet de région. Afin de se faire une idée du bon déroulement, il a dépêché Claude Yao Kofikan, l'un de ses secrétaires généraux, sur le terrain. Nous voyons que ça a commencé, les agents sont sur le terrain, tout se passe normalement. Nous demandons donc aux populations d'accueillir à bras ouverts les agents qui viennent pour que cette opération puisse se faire dans de bonnes conditions. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat 2021 prend fin le 28 novembre prochain. En mode culture, le 15e Africa Fashion Show, une édition placée sous le signe de la valorisation des créateurs ivoiriens. Patricia Omouetia nous invite à la suivre sur les thés de ce défilé haut en couleur Made in Côte d'Ivoire. Afrique Fashion Show 15e édition. C'est le show des créateurs locaux. Honneur au Made in Côte d'Ivoire. 15 créateurs représentés par 4 générations de stylistes ont étalé leur savoir. Un voyage vestimentaire entre créativité et découverte. Je présente une collection essentiellement faite en tissage, des pagnes tissées de mon atelier, des pagnes que nous tissons nous-mêmes par des femmes et agrémentées de la très belle dentelle. J'ai décidé de partir sur du pagne baoulé, centre de la Côte d'Ivoire. Et je veux montrer tout ce qu'il y a de beau au niveau du peuple akan. Des tenues tant classiques que excentriques, portées par des mannequins professionnels et aussi par Manaja, chanteur du groupe Magic System, la journaliste écrivaine Anzata Ouattara et l'animatrice Caroline Da Silva. Un défilé qui a ravi les invités. Nous sommes prêts à partir de maintenant à porter les tissus ivoiriens et suivre nos couturiers ivoiriens. La mode ivoirienne doit être acceptée par nous d'abord, avant de sortir de la Côte d'Ivoire. C'était vraiment top. J'ai aimé les défilés, j'ai tout apprécié vraiment. Pour la promotrice, c'est une manière de signer le label du pays dans l'essor de la mode africaine. Made in Côte d'Ivoire parce que je pense que notre pays a beaucoup à donner, a beaucoup à démontrer, surtout en matière de textile. On a tous nos tisserands qui travaillent superbement bien le pagne tissé.
Aujourd'hui, il faut susciter chez l'Ivoirien cette envie-là de se vêtir dans le pagne tissé. La ministre d'État, Kandia Camara, marraine de la cérémonie, a encouragé les créateurs qui ont décliné à travers des tenues inédites la promotion du Made in Côte d'Ivoire. Pour soutenir tous ceux qui nous rendent beaux et belles, tous ceux qui font la fierté de la Côte d'Ivoire, aussi bien en Afrique qu'à l'international, mais tous ceux et toutes celles qui apportent une part importante dans l'économie de ce pays à travers leur talent, leurs dons, leur création. Pour le rayonnement de la mode, le doyen des créateurs Patéo a été honoré au cours de cette 15e édition d'Afrique Fashion Show. Sur la scène internationale, l'Élysée a signé l'acte de transfert de propriété des œuvres d'origine béninoise. Ce sont au total 26 œuvres appartenant au Bénin qui vont quitter la France pour retrouver leur terre d'origine, d'où elles sont parties depuis 1892. Et c'est la fin de ce 20h, mais attention, restez sur RTI 1. Nous vous proposons dans quelques minutes l'intégralité du grand oral du Premier ministre. Pendant 2 heures d'horloge, Patrick Hachi s'est exprimé hier face à la presse sur la vision 2030 du président Alassane Ouattara, ainsi que sur son programme Côte d'Ivoire solidaire. Bonsoir à tous et à demain.